nous avons le plaisir de recevoir Corinne Jacobi-Coali, une figure active et importante du comité Marche du 23 mai 98, le CM 98. Guadeloupéenne, assistante sociale de formation, Corinne est engagée depuis les tout débuts du mouvement. Elle a participé à la marche silencieuse de 1998, un moment fondateur pour la reconnaissance des victimes de l'esclavage, et elle a accompagné toutes les grandes étapes qui ont façonné l'histoire du collectif. Bénévole investie, son engagement n'a cessé d'évoluer. De participante régulière, elle est devenue une actrice de plus en plus importante au sein de l'association. Elle a intégré le conseil d'administration, puis le bureau, avant de prendre des responsabilités majeures, la direction du groupe de base de données, les archives, la gestion du secrétariat, et aujourd'hui, elle coordonne l'Université populaire du CM 98, un espace de transmission de mémoire et de conscience. Corinne est l'une de ces femmes discrètes mais indispensables qui portent la mémoire, la justice et la reconstruction identitaire avec constance et conviction. Bienvenue Corinne dans Ticosé. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Bonjour Keïsa, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais me permettre de te tutoyer puisque j'ai eu l'occasion de te côtoyer quand tu as eu l'occasion de m'inviter aux événements du CM 98. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le CM 98, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le CM 98 ? Le CM 98 est une association de loi 1901, une association mémorielle portée par des Antillais particulièrement, mais c'est ouvert à tout le monde, qui milite pour la reconnaissance des victimes de l'esclavage colonial français. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as décidé de t'investir dans cette association ? Comme beaucoup de personnes, j'ai connu donc le collectif qui avait fait l'appel à la marche de 1998. Donc le CM 98 n'est né que par la suite, l'année d'après. Et j'étais amie donc de Franck Salin, Franquito, qui m'avait donc invitée à cette marche. Je me souviens encore qu'on avait passé des tracts à la foire de Paris, collé des affiches. J'étais très investie et très émue par l'idée de marcher en souvenir donc de mes aïeux, qu'on n'appelait pas encore comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le CM98, enfin, le collectif. Et qu'est-ce qui fait qu'on continue à s'investir de manière bénévole dans une association telle que le CM98 ? Je dis souvent que le CM98, c'est une passion, en fait. Si on y reste aussi longtemps, il n'y a pas que moi, nous sommes quand même une poignée de bénévoles qui sont assidus depuis de longues années dans cette association. C'est un petit groupe. Pendant toutes ces années, il y a eu des personnes qui ont accompagné l'association, qui sont revenues, reparties, mais il y a un noyau dur qui reste depuis très longtemps et qui, je pense, comme pour beaucoup de personnes qui ont trouvé une cause à laquelle ils tiennent, et en plus de ça, c'est quand même pas banal comme idée, parce que c'était innovant, parce que ça nous touche personnellement, ça nous touche aussi parce qu'on retrouve des aïeux. Donc personnellement, j'ai été émue de retrouver mes ascendants, les premiers qui ont porté mon nom, Jacobi-Coali. Et à titre personnel aussi, le fait de retrouver des ascendants, ça me parlait parce que j'ai perdu mes parents très tôt. Et l'idée de travailler sur ma généalogie, ça m'avait plu. Et aussi de transmettre justement cette histoire que je possédais mal, même de façon plus récente, sans aller jusqu'en 1800. J'étais contente aussi de transmettre mon histoire à mon fils. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se matérialise, la recherche de sa généalogie ? Parce qu'au départ, le CM98 commence et aujourd'hui, vous avez différents ateliers, différents événements, il y a des responsables de pôles. Comment vous arrivez à la généalogie ? Le CM98 a un triptyque, rechercher, comprendre, honorer. Rechercher, donc le premier qui a été nommé et qui a le nom qu'on le porte encore aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou à La Réunion. Donc ça, c'est l'atelier de généalogie. Ce sont aussi les bases de données.
Donc, pour chacune de ces structures, nous avons une personne qui porte donc ces structures. Pour l'atelier de généalogie, c'est Béatrice Farouille. Moi, je m'occupe de la partie comprendre, donc l'université populaire, comprendre notre histoire, faire un travail d'histoire sur ce que sont devenues nos sociétés et enfin honorer en honorant nos aïeux tous les 23 mai. D'accord. Alors, je vais revenir à comprendre, justement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? C'est quoi la fréquence? Quels sont les interlocuteurs? Comment ça se passe? Comprendre, c'est comprendre notre histoire, comme je disais. Et c'est pour ça que le CM98, très tôt, avant même de formaliser avec une convention, nous avons signé une convention avec l'Université Paris 1, la Sorbonne, en 2013. Mais bien avant 2013, le CM98 a toujours voulu faire comprendre notre histoire et on avait des petits cours d'histoire entre nous, donnés par donc, soit des personnes de l'association qui connaissaient un peu l'histoire, soit aussi en commentant des lectures. Il y avait parfois des espèces de clubs de lecture et c'était donc des sujets pour connaître notre histoire. Donc, en effet, le CM98 a fait le travail de l'éducation nationale. On ne trouvait pas trace de notre histoire dans les livres scolaires. Pourtant, voilà, on fait... Ou très peu, oui. Puisque c'est une partie de l'histoire de France, Totalement. notre histoire. Totalement. Et le CM98 a décidé de faire ce travail. Voilà. Et c'était important de faire ce travail avec des historiens. Parce que on sait très bien qu'on veut toujours avoir une image un peu, remaniée, si je veux dire, de notre histoire. Mais l'histoire est triste. Nous avons aussi des actes de résistance qui sont mal connus. Nous sommes contents de les faire connaître. Mais on a aussi tenu à faire connaître l'histoire telle qu'elle est. Donc, elle est donnée par des historiens. J'en profite pour parler de Frédéric Régent, qui nous accompagne depuis de nombreuses années dans le cadre de notre partenariat avec la Sorbonne. C'est un historien qui est reconnu sur ces questions. Et donc, on a à cœur de donner la vraie version, de s'appuyer sur des faits, de s'appuyer sur l'histoire. L'université populaire existe depuis combien de temps maintenant ? 2013, depuis 1999, on a avec le groupe Boisfouillet, qui est aussi à l'initiative du CM98, il y avait déjà ces interrogations et cette recherche donc, dans l'histoire. Et ensuite, il y a eu donc ces fameux cours d'histoire, on appelait ça la COU histoire. Et après, ça a été formalisé en signant une convention avec la Sorbonne en 2013. La fréquence de ces cours, hein. Nous avons notre université populaire une fois par mois. Donc, les conférences ont lieu en général à la Sorbonne pour la partie histoire, mais nous avons aussi tout ce qui est autour de la diversité humaine, de lutte contre le racisme. Nous avons fait des conférences, notamment avec Paul Verdu, qui est donc un scientifique du Musée de l'Homme. Nous avons eu l'occasion de faire des conférences aussi là-bas. Et une fois par mois, nous diffusons donc l'annonce de la conférence. Où on peut retrouver ces informations? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Totalement. Une fois par mois sur nos réseaux sociaux. Donc, on a un site internet. Donc les réseaux sociaux, c'est CM98. Voilà, cm98.fr. Donc, ça, c'est le site web. Et ensuite, Comité Marche 1998 pour Instagram ou pour Facebook. D'accord. Nous sommes aussi sur LinkedIn. Est-ce que le public a évolué? Est-ce que tu as vu une évolution dans le public qui vient à ces universités populaires, à cette université populaire? Oui, je m'étais amusée à faire un sondage des participants pour savoir un peu ce que les personnes voulaient qu'on leur raconte, quel aspect de notre histoire elles voulaient qu'on aborde. Et j'avais demandé l'âge et l'origine du public. Alors, la moyenne d'âge était assez élevée. Plus de 60 ans. Mais depuis quelques années, bien 8-10 ans, la moyenne d'âge s'est bien abaissée, rajeunie, effectivement. Notamment parce que je diffuse notre programme au niveau de l'université de la Sorbonne, donc qui en parle dans sa programmation. Les enseignants aussi en histoire propose donc aux étudiants de venir, et nous aussi, au sein de l'Université populaire et du CM98, nous avons un groupe jeune.
donc qui diffuse aussi envers une moyenne d'âge plus basse les cours de l'université populaire et en parle. Donc ça prouve que, parce qu'au début, quand la moyenne d'âge est élevée, ça peut se comprendre. On se dit Totalement. que voilà, les cours à la Sorbonne, l'éducation nationale ils n'ont pas eu le temps d'avoir un apprentissage sur cette histoire. Mais pourtant, le public se rajeunit. Ça veut dire que malgré la loi Taubira, malgré les votes qui ont été faits, au niveau de l'éducation nationale, c'est une histoire qui est très peu abordée. Oui. J'ai découvert aussi qu'on soit en section, donc à l'école, qu'on soit en section professionnelle ou en section générale, l'histoire de l'esclavage n'est pas diffusée de la même façon. Qu'on soit dans un département d'outre-mer ou en France hexagonale, le programme n'est pas le même non plus. Donc je pense qu'il y a cette appétence parce que de plus en plus de personnes cherchent à connaître l'histoire, font des tests génétiques, veulent un passeport du Bénin. Donc il y a aussi maintenant tout ce travail que le CM98 a fait pour diffuser l'idée de connaître notre histoire qui porte ses fruits. Et la jeunesse maintenant porte aussi cette curiosité. Cette curiosité. Et au niveau de la recherche généalogique, est-ce que le public aussi s'est rajeuni Beaucoup. Et nous faisons aussi des suivis de recherche généalogique en ligne. Alors, j'aime bien dire aussi que c'est un mal pour un bien. Pendant le Covid, on a dû innover et tout faire en ligne. Et après, on a gardé justement cette diffusion en hybride. L'université populaire systématiquement est en hybride, donc les gens nous suivent de la Guadeloupe, du Canada et de plein d'autres pays, et aussi en présentiel à la Sorbonne. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir toucher le public, quel que soit l'âge et quel que soit le lieu. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'aider ces personnes qui vous contactent à faire leur arbre généalogique. Oui. Donc, ils sont contactés et vous les aidez, vous leur expliquez comment avancer sur cette recherche. Les personnes nous contactent via notre boîte mail secrétariat@cm98.fr et demandent à être aidées pour faire leur recherche généalogique. Donc souvent Béatrice, qui est Béatrice Farouille, qui s'occupe donc de l'atelier de généalogie, contacte donc la personne et fait un accompagnement à distance. Ensuite, en présentiel, il y a aussi des ateliers qui sont faits une fois par mois, où la personne peut exposer donc sa recherche, mais c'est pas obligatoire. Et l'accompagnement se fait aussi à distance. Mais aussi le mardi soir, tous les mardis soirs, de 17h à 19h, il y a une permanence à notre siège dans le 20e arrondissement où les gens peuvent passer et demander à être aidés pour leur recherche. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des associations comme par exemple les jeunes étudiants de la Sorbonne, Sorbe Outre-mer, ou alors les étudiants de Sciences Po, Sciences O, ont cette envie de vous rejoindre, puisque je sais que le président, M. Gordien, a été nommé parrain de l'association Sorbe Outre-mer. Qu'est-ce qui a déclenché ça, à votre avis ? Je pense qu'il y a vraiment une question identitaire chez nous, que les parents... Acceptée peut-être aujourd'hui ? Acceptée par monsieur et madame tout le monde, ce que nos parents n'ont pas connu. Il y a encore quelques années, les gens sont arrivés par le Bumidum, ils essayaient de faire leur place. Aujourd'hui, les jeunes, non seulement font ou ont fait leur place, mais aussi la revendiquent et ont cette curiosité donc de connaître leur histoire et s'affirment beaucoup plus dans la société française. Donc je pense que ça vient de là. Pour avoir aussi participé à quelques causeries de l'association Sorbo notamment, c'est vraiment porté par l'association, cette envie de faire groupe en tant qu'antillais et d'intégrer la société française en tant qu'antillais et dans tout son sens. Aujourd'hui, le CM98 existe depuis combien de temps ? Alors 26 ans, on est officiellement au journal officiel depuis 1999. Comment vous voyez, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, tout ce temps passé, cette première marche du CM98 et ensuite, cette première marche organisée par un certain nombre d'associations,
le CM98, c'est une association, comme vous disiez, c'est du bénévolat. Quand vous regardez dans le rétroviseur et que vous voyez tout ce parcours, aujourd'hui, il y a une date officielle. Le 23 mai. Le 23 mai. Depuis 2017. Voilà, il y a tout ce travail de généalogie, puisque vous avez sorti 2 livres avec les noms que nous avons retrouvés de victimes de l'esclavage qui ont reçu un nom en 1848 pour la Guadeloupe et pour la Martinique. Quand vous regardez dans le rétroviseur tout ce parcours, alors j'ai pas encore trop envie de regarder dans le rétroviseur parce que nous avons un très bel événement en 2027. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps et je suis mitigée. Je suis très contente parce que 26 ans de bénévolat, c'est pas rien. Vous porté, dites que c'était bien de tenir. C'est porté par des bénévoles qui tiennent le coup. Les choses avancent. Nous avons fait beaucoup de choses, mais c'est aussi au prix de beaucoup d'efforts pour, par exemple, obtenir cette fameuse date. Moi, je pense à Serge Romana qui a fait une grève de la faim. Et l'association a porté Serge aussi pendant tout ce temps-là. Donc, il y a des luttes, du lobbying. C'est vraiment des choses de chaque instant. Et pour parler plus concrètement des choses qui se passent au niveau de l'université populaire, chaque conférence, c'est un challenge. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tant que bénévole, nous travaillons avec notre matériel d'amateurs, nous diffusons avec nos connaissances d'amateurs et donc voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées. J'en profite pour dire aussi aux gens que nous sommes toujours à la recherche d'ingénieurs du son, de personnes qui peuvent nous aider et nous rejoindre. Nous faisons beaucoup d'efforts pour faire au mieux parce qu'on a à cœur de continuer à diffuser gratuitement ces conférences qui sont quand même de très bonne facture, étant donné que ce sont des spécialistes à chaque fois. Donc, on donne un accès à cette connaissance, mais on aimerait vraiment être soutenu par aussi plus de bénévoles. Donc oui, je regarde tout ce qui a été accompli, mais je me dis aussi que c'est beaucoup d'efforts et vraiment, j'en profite pour saluer non seulement les personnes qui sont à la tête de l'association, mais tous les bénévoles. Justement, pour que des bénévoles tiennent aussi longtemps, c'est qu'il y a une énorme solidarité. Oui. Quand on parle de solidarité, au CM98, on voit, parce qu'il y a des associations qui se montent régulièrement et il n'y a rien qui se passe parce que chacun veut avancer comme il veut. Et là, il y a vraiment une solidarité pour un objectif. Totalement. Qui était, parce que c'est une phrase que vous dites, « Plis limier bayo ». Limier bayo. Plis fosbandou, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est aussi ça, le fait d'avoir accepté dans nos sociétés que c'était nos parents. Totalement. Et qu'ils avaient été mis de côté. Oubliés. Oui, parce que la France, pendant très longtemps, s'est targuée d'être abolitionniste. Et nous, on a rappelé que, oui, avant d'être abolitionnistes, ils ont d'abord été esclavagistes et qu'il y a eu des victimes. Et c'est cette voie-là. Vous êtes passé au-delà de tous les gens qui disent « arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous victimiser ». Non, on ne se victimise pas, mais on porte des victimes. On porte des victimes. Nos sociétés ont encore des séquelles de ces temps-là. Et puis nous-mêmes, dans notre construction, c'est important aussi de savoir d'où on vient. J'en profite pour vous dire que la prochaine conférence, au moment où on parle, sera la place du père dans la famille esclave. Ça, c'est une vraie question. La matrifocalité chez nous, la place du père chez nous, c'est une vraie question. Moi, j'ai déjà hâte. Et c'est vrai que ce sont des questions qu'on aborde enfin et encore au niveau universitaire, pas avec juste notre ressenti. Alors il y a un très bel événement qui arrive là que vous portez. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ce mémorial des noms? Parmi les choses que nous avons réussies, c'est que c'est acté. Il y aura en 2027 un mémorial national en mémoire donc des victimes de l'esclavage. Nous avons pu faire déjà plusieurs mémoriaux dans des villes comme Sarcelles, Saint-Denis, Grigny, en Guadeloupe aussi, aux Abîmes. Et là, enfin, la nation va avoir un mot et un mémorial pour ces victimes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la bénévole qui a un jour marché? C'est un aboutissement. Parce que, comme je vous disais, c'est une lutte pratiquement quotidienne, parce qu'on travaille avec notre conviction, notre envie de faire reconnaître nos parents, de les inscrire dans l'histoire de France. Ça représente donc beaucoup de
beaucoup de travail, mais aussi une grande fierté. Parce que je me dis que je pense aux aïeux que j'ai retrouvés, tout simplement. En faisant ma généalogie, je sais que Koali, c'était un monsieur qui est né en Afrique. Sur l'acte, donc, on voit né en Afrique. Il avait le matricule 646. Chaque fois que j'en parle, je suis encore émue. Et Jacobi a été nommée Jacobi. Elle s'appelait Anne-Rose. Et son matricule, c'était 1836. Et donc, ces deux personnes font que je suis là aujourd'hui. Et donc, tant d'années après, vu les conditions de vie et de mort de ces personnes, de se dire qu'enfin, la France n'est pas juste abolitionniste et reconnaît qu'il y a eu des esclaves, qu'il y a eu des gens qui portaient juste un surnom et un matricule. Donc oui, j'en suis très contente. Et je suis contente aussi de transmettre mon histoire, parce que c'est pas possible de vivre sans quelqu'un qui nous porte aussi. Alors aujourd'hui, toujours avec cette première marche du CM 98, il y a eu une politique mémorielle. Oui. Une politique mémorielle le 10 mai, le 23 mai, le 10 mai, où la France reconnaît l'abolition de l'esclavage. Voilà. Et puis ensuite, un autre combat pour le 23 mai, qui est une date pour laquelle les associations antillaises tout entières se sont battues pour une date sur qui est le 23 mai. En mémoire des victimes. Voilà, en mémoire des victimes de l'esclavage, parce que très souvent les gens disent mais pourquoi deux dates ? Mais il faut bien comprendre qu'il y a le 10 mai qui est l'abolition de l'esclavage et le 23 mai qui est le premier gros combat que vous avez mené. Oui, parce qu'il n'était pas question d'avoir une seule et même date, à la fois pour les abolitionnistes, les bourreaux, et puis pour les victimes. Donc, avoir une date spécifique pour les victimes de l'esclavage, ça me paraissait juste normal. Est-ce que quand vous recevez des jeunes, est-ce que vous leur racontez d'abord votre histoire, comment vous en êtes venu là, comment vous avez retrouvé votre famille, pour leur expliquer un petit peu que c'est un parcours qui va être long? Alors, je ne dis pas que c'est un parcours qui va être long, parce que jamais je n'ai pensé que ça aurait duré si longtemps. On est tellement investi, on croit tellement à notre histoire qui est importante, qui nous a formé, notre identité, que ça nous paraît évident. Et à la limite, on se dit, mais pourquoi ça a pris autant de temps ? Donc oui, je transmets mon histoire. Je suis contente de pouvoir donner un nom aux personnes qui ont reçu le nom que je porte aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas leur histoire, mais j'ai une meilleure connaissance de leurs conditions de vie, de ce que ça représentait d'être esclave en Guadeloupe. Voilà, je transmets ce que je connais de leur histoire, mais je ne parle pas de temps long, en fait, parce que c'est beaucoup ma force. Ce que j'ai souvent l'habitude de dire quand je suis face à une difficulté, grand famille en moi, j'avoue pis qui ça. Donc, j'avoue que ça me porte au quotidien. Ah oui, ça c'est t'y a fait. D'une façon ou d'une autre, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Aujourd'hui, vous avez retrouvé vos ancêtres, donc vos enfants. Pareil. Le travail est fait. Le travail est fait. Donc, c'est des enfants qui sont apaisés sur leur histoire. Alors, j'ai un fils. Je ne sais pas s'il est apaisé, mais au moins il connaît son histoire. On a eu l'occasion d'aller à Gorée. Donc, même si Gorée n'est pas le plus représentatif, parce que je suis aussi allée au Bénin et Ouida est beaucoup plus importante, mais avec lui, je suis allée à Gorée. Donc, oui, je pense que j'ai transmis ce que j'ai pu. Et puis, on a beau dire 26 ans de CM 98, je pense qu'il a fait le tour, il connaît. Et je ne sais pas ce qu'il en fera. Et il y a d'autres enfants aussi, ce que j'appelle les enfants du CM 98. Je pense aux enfants des Dorothées, qui est donc aussi secrétaire et vice-président au CM 98. Et aussi d'autres. La famille Claude. Pour moi, ce sont les enfants du CM 98. Et Marianne, par exemple, s'occupe du groupe jeune. Moi, j'adore. C'est vraiment le concret. On a transmis et les enfants prennent le relais. Et c'est très bien. Quand ils prennent le relais, justement, quand vous avez fait la marche, eux, ils n'ont pas fait la marche. Ils arrivent au CM 98, tout le travail est fait. Il y a des groupes pour la généalogie, il y a l'université populaire.
Quand ils arrivent, est-ce qu'ils arrivent quand même avec un esprit apaisé pour juste apprendre, ou ils ont ce questionnement? Je ne pense pas qu'on en soit. Alors, j'ai pas abordé la question avec les plus jeunes, mais je ne pense pas qu'on en soit déjà à l'apaisement. D'accord. Déjà, le mémorial va arriver. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que nous, on a fait ça. C'est pas nous qui allons faire vivre le mémorial. Ce sera donc la jeunesse, la suite. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils sont apaisés? Quand on pense au déboulonnage des statues dans les Outre-mer il n'y a pas longtemps, je ne pense pas qu'on soit déjà à la période d'apaisement. D'accord. Donc, il y a encore un long travail à faire. Oui, je pense, oui. Merci beaucoup Corinne pour cette conversation. Merci d'avoir accepté. Puis merci pour toute cette transmission et cette volonté de continuer à faire du bénévolat, être présente. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'avoir, grâce à vous, à votre bénévolat, d'avoir pu trouver le nom de mes ancêtres, les matricules. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation d'Anticosé. Merci à toi. Merci d'avoir suivi Ticosé et je vous retrouve prochainement avec une personnalité tout aussi passionnante. À bientôt. Au revoir.